Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Emmanuelle Galichet, enseignante, chercheur, maître de conférences au CNAM à Paris. Docteur en physique nucléaire, elle est responsable des enseignements en génie nucléaire et mène aussi des recherches à l'IJC Lab, le laboratoire de physique des deux infinis, Irène Joliot-Curie, sur l'interaction nucléaire forte. En 2011, elle a lancé un diplôme d'ingénieur en apprentissage dans ce domaine pour former une nouvelle génération d'experts du nucléaire. Avec elle, on va explorer la sûreté, l'énergie et la transmission des savoirs. Emmanuelle Galichet, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Emmanuelle, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier ? Alors, si je veux pas être trop bavarde, c'est un métier, l'enseignant-chercheur, c'est deux métiers en fait dans un seul métier. C'est un métier passionnant. Il y a deux missions fondamentales qui sont la transmission des savoirs et de l'autre, une activité de recherche. Donc, vous voyez que c'est vraiment un métier dual, on va l'appeler comme cela. Et moi, pour ma part, j'ai choisi comme discipline la physique nucléaire. Donc, je vais enseigner au CNAM à des jeunes et des moins jeunes qui sont soit en reconversion, soit en apprentissage au niveau ingénieur et technicien. Je vais leur enseigner la physique nucléaire et l'ensemble des savoirs nucléaires pour aller dans l'industrie. Et puis, au niveau de ma recherche, moi, j'avais décidé de faire un peu plus de la recherche, ce qu'on appelle fondamentale. Donc, effectivement, vous l'avez très bien résumé, j'étudie l'interaction nucléaire forte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est cette colle qui permet aux noyaux atomiques de rester indéfiniment des noyaux atomiques et de ne pas exploser finalement. On se pose une question en vous écoutant comme ça, quand on décide de se lancer dans l'enseignement, il n'y a pas de souci, chercheur, on a l'impression que les recherches sont tellement pointues qu'on va chercher quelque chose toute sa vie et passer le flambeau jusqu'au moment où on trouve, ou ce sont des chantiers divers et variés parfois qu'on vous impose, il y a des obligations. Est-ce que vous décidez vous-même de ce que vous recherchez ? C'est une très très bonne question, effectivement. Quand on est dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc quand on est universitaire, effectivement, nous sommes dans des disciplines et nous avons une certaine liberté d'action et de proposer des domaines de recherche. Donc moi, mon domaine de recherche, évidemment, il est stratégique en France. Donc il y a énormément d'équipes. Je suis même dans une collaboration internationale. Donc à ce moment-là, vous avez un soutien en fait, en particulier financier, de la part de l'État français. Vous pouvez aussi être chercheur dans une industrie. Dans ces cas-là, évidemment, vous faites une recherche plutôt appliquée et vous allez donc travailler pour des questions que se pose votre industrie qui vous a engagé. Donc c'est deux choses un peu différentes, mais je dirais que les méthodes pour la recherche, on en parlera sûrement après, sont les mêmes. En tout cas, moi, j'ai une totale liberté de décider quelles sont mes thématiques de recherche. Nouvelle question, Emmanuelle, qui est très attendue aussi, c'est de savoir ce qui a pu vous donner envie de faire ce métier. Je crois savoir que votre papa était mathématicien et votre maman était artiste. Donc votre envie de vous lancer là-dedans vient d'où ? Oui, alors effectivement, en fait, ce que j'aimerais bien avoir comme message aujourd'hui, c'est qu'on est tous et toutes capables de faire tous les métiers et qu'en fait, la construction de sa carrière professionnelle, c'est surtout effectivement des échanges, des rencontres avec des gens et en particulier nos parents. Et donc, je pense qu'effectivement, mes deux parents m'ont beaucoup donné, évidemment, et ils m'ont donné cette envie de découvrir. Je crois que c'est ça, la curiosité d'aller essayer de comprendre ce qui nous entoure. Et c'est ça, en fait, le point de départ, en fait, dans tout ce que j'ai fait ensuite. Votre papa était enseignant, justement, dans ce domaine-là. Et donc, ça a réveillé une étincelle chez vous. Vous avez grandi là-dedans. Et du coup, vous avez aussi eu envie, de trouver de nouvelles choses, pour faire simple, et deux, d'enseigner ce que vous savez. Oui. Alors, effectivement, mon père a eu j'imagine, enfin, comme toutes les
petites filles, et toutes les filles, on a quand même nos parents qui nous inculquent des valeurs, des envies, des désirs, des rêves. Moi, effectivement, on est dans ma famille on a cette mission du service public un peu ancrée en nous, et puis cette envie de faire de la science. J'ai l'impression aussi même de le transmettre à certains de mes enfants, pas tous aujourd'hui. Donc je me place finalement dans une espèce de grande chaîne humaine qui est une évidence, quoi. Aujourd'hui, à quoi ressemble une journée type dans le cadre de votre profession, en tout cas de vos professions, ou devrais-je dire de vos fonctions scientifiques aujourd'hui? Quand on se lève le matin, un lundi, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Emmanuelle? Oh là là, énormément de choses. En tout cas, je m'ennuie jamais. Ça, c'est le leitmotiv de ma vie, c'est je ne dois pas m'ennuyer. Donc, et surtout intellectuellement. Donc, effectivement, là, je suis dans une bonne école avec ce métier. En fait, on a l'impression, effectivement, moi, je suis au CNAM depuis dès la fin de ma thèse de doctorat. J'ai été embauchée au Conservatoire national des arts et métiers. Mais mon métier a totalement évolué. Aujourd'hui, je peux aller donner des cours, je peux aller donner des conférences. Il y a des jours où je vais rester chez moi pour réfléchir, pour essayer de trouver des nouvelles idées, des nouveaux axes, notamment sur mes formations ou dans mes recherches, dans mes axes de recherche. Aujourd'hui, j'ai d'ailleurs envie d'aller un peu plus sur une recherche un peu plus appliquée que ce que je faisais jusqu'à présent. Donc, vous voyez, je réfléchis à ça. Donc, je vais me renseigner. J'ai beaucoup de travail sur ordinateur, évidemment. Je passe beaucoup de temps sur un ordinateur. Et puis après, il y a des fois des jours où je vais les consacrer à l'écriture d'articles, l'écriture de plein de choses, surtout d'articles et de documents pour des sites internet, pour l'État aussi. On me demande des rapports, etc. Et donc là, je vais rester, par exemple, des journées entières assise à essayer d'écrire, à réfléchir sans bouger. Et des fois, là, vous avez, je peux avoir des doutes, évidemment, parce que j'ai le stress de la page blanche, comme ceux qui écrivent. Voilà, donc je touche un peu à plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant dans mon métier aujourd'hui. Ah, c'est très intéressant. Et alors, nouvelle question, Emmanuelle, selon vous, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine? C'est-à-dire que cette question veut mettre en avant les exigences de votre métier, les compétences techniques, votre savoir-faire spécifique, et puis surtout, j'imagine, les qualités humaines, comme la rigueur, par exemple. Ouais. Alors, il y a le fait, effectivement, d'avoir un poste universitaire avec des responsabilités fortes sur la formation et la recherche. Et puis, il y a le fait de faire de la science. Quand on fait de la science, donc qu'on soit à un poste comme moi, enseignant-chercheur, mais même ingénieur, je dirais, on a une qualité, une compétence à acquérir. Encore une fois, c'est quelque chose que tout le monde peut acquérir avec le temps et avec du travail. Donc, c'est cette compétence de la démarche scientifique. Apprendre à travailler avec une démarche scientifique, poser des hypothèses, essayer, se tromper, recommencer. Tout ça, c'est extrêmement important. Ça s'appelle la démarche scientifique. On devrait l'apprendre d'ailleurs à l'école depuis tout petit. Et ça développe des qualités qui sont évidemment la curiosité, la rigueur et le sens critique. Ça, c'est absolument fondamental quand on est un scientifique, quel que soit le niveau, je dirais. Après, quand on est aussi un enseignant et un chercheur, on se rend compte très vite de l'immensité en fait de ce qu'on connaît pas, de ce qu'on peut pas, ce qu'on comprend encore pas, ce que tous les scientifiques avant nous ont compris. Et donc, ça nous amène à avoir une autre qualité qui est finalement l'humilité. C'est-à-dire qu'on sait très vite qu'on n'est pas la star d'un système, on est vraiment une petite pierre dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui est le progrès scientifique. Quand on accueille ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument gigantesque, parce qu'on fait partie de quelque chose de collectif. Et pour un être humain, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à vivre, extrêmement, je dirais, passionnant à vivre. Et enfin, je dirais que la dernière des choses qui est extrêmement importante pour tous les enseignants, donc là je me mets dans le grand groupe de tous les enseignants à tous les niveaux, c'est notre sens de la responsabilité. On a des responsables, nous sommes responsables des connaissances que nous transmettons aux gens qui sont en face de nous, qu'ils soient enfants, jeunes ou moins jeunes. Et on a surtout une responsabilité immense sur le savoir si ils ont eu une bonne acquisition. Donc on parle là de transmission et de qualité de la transmission. Ça, c'est extrêmement important et je dirais que c'est vraiment le dernier point sur lequel je voulais vraiment appuyer dans la partie compétences.
c'est le sens de la responsabilité. Alors justement, vous avez créé en 2012, Emmanuel, un diplôme d'ingénieur par apprentissage en génie nucléaire, me semble-t-il, qui est donc adapté aux futurs enjeux industriels, qui accueille donc 25 apprentis, me semble-t-il, par an de niveau Bac+2. Vous dites que c'est un défi, il faut oser, innover et inspirer. Donc inspirer les autres, évidemment, ceux qui veulent marcher sur vos pas. Alors pas obligatoirement marcher sur mes pas, mais effectivement il faut inspirer les gens qui sont en face de vous quand on forme. Il faut les inspirer dans l'envie d'apprendre en fait. Il faut leur montrer ce que c'est que être passionné par un domaine comme l'énergie nucléaire. Et ça je pense que je réussis pas mal là-dessus parce que je suis évidemment passionnée. Donc en fait il faut vraiment faire ce métier de transmission des savoirs si on est vraiment passionné par la discipline dans laquelle on travaille. Et c'est ça, en fait, l'important quand on est au CNAM, un établissement un peu à part, finalement, dans le panorama français sur l'éducation. On est vraiment, on a une devise absolument centrale qui est de soutenir l'industrie nationale. C'était ce que disait déjà il y a 230 ans l'abbé Grégoire. Donc, en fait, on a besoin, quand j'ai créé cette formation, ma démarche a été évidemment d'aller écouter les besoins industriels, donc aller vers les industriels pour vraiment rechercher exactement les connaissances dont ils avaient besoin pour construire les compétences de leurs salariés et ensuite les traduire dans un syllabus de formation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie pédagogique et c'est extrêmement important, c'est central dans en tout cas au CNAM et ça fait qu'ensuite on a une formation, comme vous l'avez dit justement, qui va former à peu près 25 élèves par an et ce sont des élèves qui deviennent des ingénieurs et qui sont quasiment embauchés avant la diplomation parce que c'est une formation qui répond aux besoins et donc on est vraiment extrêmement fiers au CNAM de soutenir ce genre d'action. Alors vous dites qu'il faut avoir de l'ambition aussi, ça fait partie de votre tempérament. Vous dites apparemment il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Oui, alors l'ambition, il faut que ce soit de l'ambition juste. Moi, mon ambition, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'énergie nucléaire, de comprendre et de faire que le grand public et l'ensemble des citoyens et citoyennes comprennent ce que c'est que la constitution de la matière, ce que c'est que la radioactivité, des choses comme ça. Donc en fait, mon ambition, elle est vraiment dans cet acte finalement de transmission. Elle n'est pas de faire une carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ma carrière est toute tracée. Évidemment, je suis fonctionnaire de l'État français depuis toujours et je n'ai pas vocation à avoir autre chose que de finir une carrière d'enseignante-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Vraiment, mon ambition, c'est d'aller faire briller en fait les yeux des jeunes parce que quand ils comprennent, et c'est vrai pour tous les êtres humains, jeunes ou moins jeunes, quand on commence à comprendre, on a les yeux qui brillent et on prend confiance en soi. Et ensuite, on est vraiment, c'est comme une drogue en fait. On devient beaucoup plus serein dans sa vie et on continue. Et donc du coup, après, c'est une action qu'on va continuer tout seul, c'est-à-dire on va aller se former de manière personnelle parce qu'on a eu cette envie de comprendre qui a été assouvie. Oui, je comprends bien. Et vous parliez tout à l'heure d'avancées technologiques fortes. Vous, depuis vos débuts, comment vous estimez l'évolution que j'imagine rapide en matière de moyens d'études entre le moment où vous êtes arrivé et aujourd'hui, et on ne cesse de parler de l'IA. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec vous aujourd'hui? Est-ce que c'est un outil important? Oui, tout à fait. On a même, le CNAM nous forme, on a des formations continues pour les enseignants-chercheurs à l'IA et à toutes ces méthodologies numériques. Alors effectivement, vous avez raison, il y a eu une évolution, d'ailleurs dans toute la société. Aujourd'hui, on dit toujours que le 21e siècle sera numérique, que ce sera celui du savoir scientifique, etc., que tous nos défis sont évidemment scientifiques, techniques et industriels du fait de la problématique du réchauffement climatique, plein de problématiques de ce type-là. Et donc, nos métiers d'enseignants-chercheurs en sciences ont énormément évolué, en tout cas au CNAM, depuis que j'y suis rentrée. À l'époque, on faisait des cours magistraux, on faisait des exercices en classe et on avait des travaux pratiques. Déjà, on était déjà très innovants parce qu'on faisait des travaux pratiques avec ce qu'on appelle plutôt des chantiers écoles aujourd'hui, avec des mises en situation expérimentales. Maintenant, avec la venue du numérique,
pédagogique, eh bien, on est passé dans une autre dimension. On est passé dans les pédagogies innovantes numériques avec la réalité virtuelle. Moi, je fais des cours où je vais faire chausser les casques de réalité virtuelle à mes élèves pour qu'ils aillent découvrir des installations, en particulier nucléaires. Je vais faire des serious games. Je vais les mettre en groupe pour que, avec des missions qui sont des missions quasiment industrielles, en leur donnant par exemple, un planning, un certain budget financier, et ils ont un projet, donc ils sont chefs de projet, ils doivent aller changer un équipement sur une installation, des choses comme ça, et donc on les laisse vraiment travailler en mode projet, ensemble, avec évidemment d'abord des bases de connaissances scientifiques et techniques très fortes, et donc ça c'est vraiment assez nouveau. Et puis dernièrement, là je commence la ludopédagogie. Alors ça c'est totalement nouveau, encore, c'est effectivement d'aller essayer de faire jouer nos élèves pour leur transmettre des objectifs pédagogiques, donc des petites briques. Cette fois-ci, on va couper en toutes petites briques un savoir, et on va essayer d'aller pointer à travers un jeu quelques petites briques, pas tout, mais au fur et à mesure de jouer, vous voyez, ils peuvent associer, comme un puzzle finalement, ils associent pour en faire à la fin une connaissance un peu plus générale. Donc ça, c'est vraiment totalement innovant. 2025, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, effectivement. Ce qu'on oublie un petit peu de dire finalement, c'est que cette intelligence artificielle n'existerait pas si chacun, vous savez, c'est la politique du colibri, si chacun n'avait pas apporté sa pierre à l'IA. Vos recherches permettent aujourd'hui d'alimenter l'IA, justement, et d'amener des réponses, de croiser des recherches à l'autre bout de la planète. L'IA, ce n'est que en fait l'essence même de tout ce que l'on a appris ou tout ce que l'on a créé depuis toujours, j'ai envie de dire. Juste pour l'IA, parce que je reviens sur ce que vous dites et ça me fait penser à une chose, juste pour vous montrer l'évolution justement des méthodes de travail grâce à l'IA. Nous, dans la recherche, quand l'IA n'existait pas, nous allions dans une bibliothèque, une bibliothèque universitaire, et on allait avec des mots-clés chercher des articles sur justement notre thématique de recherche sur laquelle nous travaillions à l'époque. Aujourd'hui, avec l'IA, ça nous permet effectivement, comme vous le disiez tout à fait justement, d'aller croiser des choses qui sont faites dans tous les pays. Et en fait, c'est notre bibliothèque. C'est comme si c'est notre bibliothèque d'avant qui est aujourd'hui directement accessible avec l'IA, et en 5 minutes, parce que la puissance des codes de calcul qui sont derrière, ils réussissent à nous trouver les bons articles, les bons arguments, des choses qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles idées en l'espace de quelques minutes, alors qu'avant, ça nous prenait des mois. Est-ce que justement, vous qui êtes scientifique, chercheur, est-ce que lorsque vous utilisez l'IA, il vous arrive régulièrement de débusquer des incohérences ou des erreurs justement d'interprétation de l'IA par rapport à vos recherches? Et oui, ça, vous avez tout à fait raison de le noter. C'est pour ça que moi, j'ai aujourd'hui 54 ans, donc j'ai débuté ma carrière, il n'y avait pas d'ordinateur, et donc j'étais dans les bibliothèques, et donc je me suis forgé un esprit critique au fur et à mesure. Le fait que l'IA aille avec des simples mots-clés, et puis par exemple avec des prompts que vous allez faire qui sont pas tout à fait justes, eh bien vous pouvez effectivement générer de l'erreur. Et ça, c'est ça le point absolument qui est dramatique, mais qui est surtout une responsabilité encore des enseignants, c'est d'aller former nos jeunes à l'esprit critique. Ne regarder aucun des outils comme une boîte noire et y faire confiance. Donc en fait, ça, vous voyez, ça change un petit peu notre manière aussi d'enseigner. Il faut qu'on appuie beaucoup plus sur le sens critique et remettre en question à chaque fois, douter en fait de l'information qui nous est donnée par l'IA ou par Google, c'est pareil. L'enseignement du doute, Emmanuelle, c'est ça qui manque à l'école. Absolument. Ça évite d'allumer les chaînes de télévision en continu et de penser que tout est vrai. Quel a été pour vous, Emmanuelle, le moment le plus marquant de votre carrière? Alors, plus qu'un moment, je dirais que c'est plutôt il y a plein de moments en fait. Il y en a un chaque année. Je dirais, à chaque jury de diplomation, eh bien, je suis fière parce que nous avons réussi, l'équipe enseignante, à délivrer un diplôme à un jeune, un diplôme d'ingénieur. Donc, quand même, c'est un Graal aujourd'hui, un diplôme d'ingénieur. Il y a un peu plus de 1 million d'ingénieurs en France. Donc, vous voyez, c'est quand même pas tout le monde qui est ingénieur. Et donc, ces jurys de diplomation où on a des jeunes qui viennent nous voir et nous disent « Merci, madame, je suis fière d'avoir un diplôme d'ingénieur », et ben ça, c'est vraiment un des moments marquants. Donc en fait, vous voyez, j'en ai un par an.
Donc c'est beaucoup. Oui, ça fait pas mal quand même. Ça fait pas mal. Mais après, il y a sur le plan personnel, dans ma carrière, je dirais qu'il y a eu 2 grands vraiment faits marquants, moments marquants dans ma carrière. Évidemment, c'est l'obtention de mon doctorat. Ça, c'est l'ouverture vers ma carrière. Et puis le fait de rentrer dans une communauté. On vous délivre un doctorat. Et puis la dernière, c'est assez récent, c'est quand j'ai reçu mon insigne de chevalière de l'Ordre national du mérite. Là, ça a été quand même vraiment un fait marquant pour moi. Très bien, félicitations. Merci. Alors pour conclure, Emmanuelle, nous imaginons qu'un jeune soit venu voir l'une de vos conférences et décide de venir vous voir à la fin. Vous regarde et vous dit « Félicitations Anam, j'ai passé un moment incroyable et je crois que j'ai une révélation. J'aimerais vraiment me lancer. Quels sont les conseils que vous pourriez me donner ?» Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors, au moins un peu comme moi, il faut un conseil pour se lancer dans la science, je dirais, vous avez plusieurs manières de le faire, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans l'industrie, donc apporter votre contribution à l'industrie nationale, en particulier celle de l'énergie nucléaire. Donc là, évidemment, il faut avoir un diplôme au moins de technicien, voire d'ingénieur, qui vous permettent d'avoir des responsabilités dans l'industrie et de faire avancer cette industrie. Et puis, sur la partie plus recherche, alors là, il faut aller jusqu'au bout de l'université, qui est le doctorat. Donc, il faut vraiment, il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut se construire ses bases académiques qui doivent être vraiment très solides, donc des bases scientifiques. Et puis ensuite, il faut un peu de résilience, il faut savoir gravir les marches, passer par-dessus les barrières qui parfois vous sont mises dans votre carrière, comme partout. Je pense qu'il faut de la passion, il faut de la persévérance pour la recherche. Et pour l'enseignement, il faut de la rigueur et surtout être bienveillant envers vos élèves. Ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, finalement, pour devenir enseignant-chercheur, il faut que vous conjuguiez passion, persévérance, rigueur, bienveillance. Je dirais que c'est déjà pas mal. C'est très bien, Emmanuelle. Emmanuelle Galichet, qui était notre invité, la chaîne des métiers. Vous nous avez enrichi, vraiment. On parle de maillons concernant notre chaîne des métiers. Les maillons, c'est scientifique aussi, ça ? Absolument. La chaîne scientifique sont des maillons. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Je crois savoir que vous avez déjà communiqué autour de vous pour que nous ayons de nouveaux maillons à notre chaîne des métiers dans votre domaine. Donc on vous en remercie. Et puis on invite tous nos auditeurs évidemment à aller sur les liens, puisque si vous souhaitez faire connaissance avec nos invités, on vous met les liens en commentaire pour découvrir leur univers. Merci à vous. Et puis surtout, partagez bien la chaîne des métiers, parce qu'un jeune autour de vous pourrait découvrir un métier qui, d'un seul coup, en écoutant un professionnel, pourrait l'intéresser et pourrait peut-être se lancer dans une carrière qui frappera à sa porte à travers notre podcast. À très bientôt. Allez, c'est parti, on continue. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.